chapitre du coup, c'était Ouvrières, femmes noires et histoire du mouvement pour le droit de vote, où on voyait que aux États-Unis, les femmes qui défendaient le droit de vote, c'était souvent les femmes blanches de classe moyenne ou classe supérieure. Et que les ouvrières, au départ, ne voyaient pas l'intérêt du droit de vote parce que, ben, en fait, elles travaillaient à l'usine avec les autres ouvriers que eux avaient le droit de vote et que ça changeait pas grand-chose en fait. Donc, voilà. Et là, du coup, on va commencer le chapitre 10 qui s'intitule Les femmes communistes. En 1848, l'année où Karl Marx et Friedrich Engels publièrent leur manifeste du Parti communiste, l'Europe fut le théâtre d'innombrables insurrections révolutionnaires. Joseph Wedemeyer, un des acteurs de la Révolution de 48, officier d'artillerie et proche collaborateur de Marx et d'Engels, immigra aux États-Unis et y fonda la première organisation marxiste. Quand il créa la Ligue prolétarienne en 1852, aucune femme ne participait officiellement à cette organisation. En admettant qu'il y en eut, elles ont depuis longtemps disparu dans l'anonymat de l'histoire. Pendant quelques dizaines d'années encore, les femmes continuèrent d'être actives dans leur propre association ouvrière, dans le mouvement anti-esclavagiste et dans la campagne pour leurs droits. Mais elles semblent avoir été absentes du mouvement marxiste-socialiste. Comme la Ligue prolétarienne, l'Association nationale des travailleurs et le Club communiste étaient entièrement dirigés par des hommes. Même le Parti socialiste travailliste était à dominance masculine. En 1900, au moment de la fondation du Parti socialiste, la composition du mouvement avait changé. Comme les femmes revendiquaient de plus en plus leur droit à l'égalité, elles étaient plus nombreuses à lutter pour un changement social. Elles réclamèrent aussitôt la participation au nouveau combat contre l'oppression sociale. La gauche marxiste dut alors compter avec ses adhérentes. Champion du marxisme pendant presque 20 ans, le Parti socialiste soutint la lutte pour l'égalité des droits, et il resta longtemps le seul parti politique à défendre le droit de vote des femmes. Grâce à l'action de socialistes comme Pauline Newman et Rose Schneiderman, un mouvement d'ouvrières suffragettes se constitua, qui ouvrit une brèche dans ce qui était devenu depuis 10 ans le fief des femmes des classes moyennes. En 1908, le Parti socialiste crée une commission nationale des femmes. Le 8 mars de cette même année, les militantes socialistes des quartiers Est de New York organisèrent une grande manifestation pour soutenir la campagne pour le droit de vote des femmes. Célébrée dans le monde entier, cet anniversaire est devenu la Journée internationale des femmes. En 1919, année de la fondation du Parti communiste. Bon, en réalité, il y a eu deux partis communistes qui fusionnèrent ultérieurement. Les leaders du parti se recrutèrent chez d'anciennes militantes du Parti socialiste. Mother Eyariv Bloor, Anita Whitney, Margaret Privé, Kate Sadler Greenhalgh, Rose Pastor Stokes et Janet Pearl, communistes, étaient issus de l'aile gauche du Parti socialiste. Bien que l'Internationale mondiale des travailleurs n'ait pas été un parti politique, et même si elle en rejetait la forme d'organisation, elle exerçait une influence prépondérante dans la formation du Parti communiste. L'Internationale des travailleurs, dont les membres furent appelés Wobblies, fut créée en juin 1905. Se définissant comme un syndicat de l'industrie, l'Internationale des travailleurs proclama qu'il n'existait aucune possibilité d'accord entre la classe capitaliste et ses ouvriers. L'objectif des Wobblies était le socialisme, et la stratégie une implacable lutte des classes. Quand Big Bill Haywood convoqua la première assemblée, deux femmes siégèrent à la tribune, Mother Mary Jones et Lucy Parsons. Comme l'Internationale des travailleurs, le Parti socialiste accueillait les femmes et les encourageait à devenir leaders ou militantes. Cependant, seule l'Internationale appliquait une politique de lutte cohérente contre le racisme. Dirigé par Daniel De Leon, le Parti socialiste ne reconnaissait pas la nature particulière de l'oppression exercée sur les Noirs. La plupart d'entre eux étaient travailleurs agricoles, métayers, fermiers et ouvriers agricoles, et les socialistes affirmaient que leur mouvement était celui des prolétaires. Même un grand leader comme Eugène Debs prétendait que les Noirs n'avaient nul besoin d'être particulièrement défendus dans leur droit à la liberté et à l'égalité. L'objectif principal des socialistes était la lutte des travailleurs contre le capital, et Debs déclarait : « Nous n'avons rien de particulier à offrir aux Noirs. L'Internationale des travailleurs
voulait organiser la classe des salariés, développer une conscience de classe socialiste et révolutionnaire, et contrairement au Parti socialiste, elle s'intéressait aux problèmes des Noirs. Mary White Ovington commenta: dans ce pays, deux organisations se préoccupent des droits des Noirs. L'une est l'Association nationale des gens de couleur pour la sauvegarde de leurs droits civiques, la NAACP. L'autre est l'Internationale mondiale des travailleurs qui les défend. Fait exceptionnel dans les rangs du Parti socialiste, le porte-parole de la campagne de soutien pour la libération de Kate Richards O'Hare était une femme noire. Hélène Holman. Avant la Seconde Guerre mondiale, très peu de femmes noires travaillaient dans l'industrie. Aussi, les socialistes consentaient-ils peu d'efforts pour les recruter. Malheureusement, le Parti communiste s'aligna ensuite sur ses positions, ce qui devint un énorme obstacle à surmonter. Selon l'historien communiste William Foster, au début des années 20, le parti négligeait les demandes spécifiques des femmes noires qui travaillaient dans l'industrie. Mais, au fil du temps, les communistes commencèrent à reconnaître l'importance du racisme dans la société américaine. Ils développèrent une théorie solide de la lutte de libération des Noirs, en même temps qu'ils militaient activement dans les rangs du mouvement antiraciste. Lucy Parson. Lucy Parson est l'une des rares Noires dont le nom apparaisse de temps en temps dans l'histoire du mouvement ouvrier américain. Généralement, elle est connue comme la femme d'avoué d'Albert Parson, le martyr de Haymarket. Elle était de ses plus ardents défenseurs, mais fut bien plus qu'une épouse modèle et une veuve assoiffée de vengeance. Comme le confirme la récente biographie de Caroline Hasboff, elle milita pour la classe ouvrière pendant plus de 60 ans. Elle s'engagea presque 10 ans avant le massacre de Haymarket et continua pendant 55 ans. Elle eut une adolescence anarchiste, puis, à l'âge mûr, adhéra au Parti communiste. Pour les gens qui n'ont pas la ref, hein, le massacre de Haymarket, c'est la base de fondation du 1er mai à l'échelle internationale. Voilà. Et Albert Parsons faisait partie des leaders anarchistes qui ont été condamnés à mort. Voilà. Et Lucy Parsons était sa femme. Née en 1853, Lucy Parsons adhéra au Parti socialiste dès 1877. Au cours des années suivantes, le journal anarchiste de socialiste publia ses articles et ses poèmes, et Lucy Parsons participa activement à l'organisation du syndicat des ouvrières de Chicago. Le 1er mai 1866, son mari fut arrêté avec 7 autres leaders radicaux, alors qu'il suivait à Haymarket Square une émeute fomentée par la police de Chicago. Lucy Parsons lança immédiatement une campagne pour les libérer. Ses voyages en Amérique la firent connaître comme leader du mouvement ouvrier et anarchiste, et sa réputation la désigna comme cible de leur répression. À Columbus, dans l'Ohio, le maire interdit son discours prévu pour le mois de mars. Elle passa outre et fut conduite en prison. Dans toutes les villes, les lieux de réunion se fermaient au dernier moment. Les détectives quadrillaient la salle, et la police ne relâchait jamais sa surveillance. Quand on exécuta son mari et qu'on arrêta Lucy Parsons avec ses 2 enfants, l'un des policiers remarqua: cette femme est plus dangereuse que 1000 émeutiers. Coucou Menko TV. Lucy Parsons était noire, un fait que les lois sur le métissage l'obligeaient à cacher, et femme. Pourtant, elle affirmait que l'exploitation de la classe ouvrière par le capitalisme éclipsait les questions de racisme et de sexisme, puisque tous les noirs et les femmes, autant que les blancs et les hommes, étaient victimes de l'exploitation capitaliste, devaient consacrer toute leur force à la lutte des classes. À ses yeux, les noirs et les femmes ne subissaient aucune oppression particulière. Il était donc inutile de combattre explicitement le racisme et le sexisme. Selon la théorie de Lucy Parsons, les patrons utilisaient ces différences de sexe et de race quand ils cherchaient à justifier une plus grande exploitation des femmes et des hommes de couleur. Si dans ces mesures barbares, la loi du lynchage visait les noirs, c'était parce que leur pauvreté collective les rendait plus vulnérables que les autres travailleurs. Lucy Parsons s'interrogeait en 1866. Y a-t-il quelqu'un d'assez stupide pour croire que toutes les agressions contre le noir tiennent à la couleur de sa peau? Cela ne tient en aucune manière à sa pauvreté. Cela tient à sa dépendance. Il appartient à une classe plus pauvre que son frère blanc du Nord, même si ce dernier reçoit un salaire de misère. Lucy Parsons et Mother Mary Jones furent les premières adhérentes de l'Organisation des travailleurs radicaux, connue sous le nom d'Internationale mondiale des travailleurs,
unanimement respectées dans le mouvement ouvrier, elles siégèrent toutes deux au Présidium aux côtés d'Eugene Debs et de Big Bill Haywood lors de la première convention de l'Internationale. Dans son discours aux délégués de la convention, Lucy Parsons montra qu'elle était particulièrement sensible à l'oppression des ouvrières qui, pensait-elle, étaient manipulées par les patrons qui voulaient réduire les salaires de toute la classe ouvrière. Nous, femmes de ce pays, n'avons pas le droit de vote, mais nous avons notre travail. Pour réduire les salaires, la classe capitaliste utilise les femmes. Par ailleurs, à une époque où l'on ne se préoccupait pratiquement pas du sort des prostituées, Lucy Parsons ajouta qu'elle parlait aussi pour les sœurs que je rencontre la nuit lors de mes promenades à Chicago. Au cours des années 20, Lucy Parsons commença à lutter dans les rangs du jeune parti communiste. Profondément marquée par la révolution soviétique de 1917, elle était convaincue que la classe ouvrière finirait par triompher aux États-Unis. Quand les communistes et d'autres mouvements progressistes fondèrent la Défense internationale des travailleurs en 1925, Lucy Parsons s'y engagea activement. Elle se battit pour la libération de Tom Mooney en Californie, pour les Scottsboro Boys en Alabama, pour le jeune communiste noir Angelo Erdon, emprisonné par les autorités de Géorgie. C'est en 1939 que Lucy Parsons s'inscrivit au Parti communiste. À sa mort, en 1942, le Daily Worker lui rendit hommage en ces termes. Elle assurait le lien entre le mouvement ouvrier d'aujourd'hui et les grands événements des années 1880. Elle fut une grande dame américaine par son courage et son dévouement à la classe ouvrière. Ah oui, c'est impressionnant d'avoir une alliée des TDS à cette époque. Ouais, ouais, ouais. Alors, je suis pas d'accord avec certaines de ces théories, hein. La théorie class first, bof bof, mais elle est quand même basée sur d'autres points. Donc, ouais, ouais, plutôt intéressant, Lucy Parsons. Maintenant, on va parler de Eya Rive Bloor. Née en 1862, leader d'une organisation ouvrière militante pour les droits des femmes et des Noirs, pour la paix et le socialisme, et connue sous le nom de Mother Bloor, elle devint membre du Parti socialiste peu après sa fondation. En prenant la tête de son parti, elle entra dans la légende de la classe ouvrière américaine. Parcourant les États-Unis en autostop, elle fut le cœur et l'âme d'innombrables grèves. Elle prononça ses premiers discours devant les conducteurs de tramway en grève à Philadelphie. Elle mit ses talents oratoires et ses dons d'organisatrice au service des mineurs, des ouvrières du textile et des métayers. À l'âge de 62 ans, Mother Bloor continua à voyager en stop. À 78 ans, elle publia son autobiographie. Celle-ci commençait avant son adhésion au Parti socialiste et retraçait toute la période où elle fut membre du Parti communiste. Socialiste, elle avait une conscience de classe, mais elle ne reconnaissait pas l'oppression particulière des Noirs. Cependant, en tant que communiste, Mother Bloor se battit souvent contre le racisme et exhorta ses camarades à suivre son exemple. En 1919, à la Convention de la Défense internationale des travailleurs à Pittsburgh en Pennsylvanie, elle déclara: Nous avions réservé des chambres pour tous les délégués à l'hôtel Monongahela. Nous sommes arrivés au milieu de la nuit, accompagnés de 25 délégués noirs. Le directeur nous a dit qu'il pouvait dormir une nuit à l'hôtel, mais qu'il devait partir le lendemain matin. La Convention décida alors d'ajourner la réunion du lendemain et de se rendre à l'hôtel en ordre, avec des banderoles proclamant non à la discrimination. En arrivant dans le hall, nous avons rencontré des journalistes, des policiers et des badauds. Au début des années 30, Mother Bloor prit la parole à Sioux City dans le Nebraska, dans une réunion de femmes en grève contre des éleveurs de volailles. L'assemblée des grévistes fut violemment interrompue par un groupe raciste s'opposant à la présence de Noirs au meeting. Quand la police arriva, Mother Bloor fut arrêtée avec une autre femme noire, Madame Floyd Booth, et son mari. Cette femme dirigeait le comité pacifiste de la ville, et son époux militait activement dans le bureau de chômage. Les fermiers de la région recueillirent l'argent de la caution pour libérer Mother Bloor, mais elle la refusa en disant qu'elle n'accepterait pas de sortir seule de prison. Je sentais que je ne pouvais accepter la caution et laisser mes deux camarades noirs en captivité. Dans cette atmosphère de haine implacable vis-à-vis des gens de couleur. À cette époque, Mother Bloor conduisit la délégation américaine à la Conférence internationale des femmes à Paris. 4 d'entre elles étaient noires.
Capitola Tasker, métayère d'Alabama, grande et belle, était l'âme de la délégation. Lulia Jackson avait été élue par les mineurs de Pennsylvanie. Il y avait une représentante des maires des Scottsboro Boys et Mabel Burt, une brillante diplômée de l'Université de Washington, qui travaillait au Bureau international du travail à Genève. À la conférence de Paris de 1934, Capitola Tasker fut élue membre du comité exécutif de l'Assemblée, aux côtés de Mother Blue et de la représentante du Parti socialiste, Mabel Burt, jeune universitaire noire qui fut élue secrétaire de conférence. Lulia Jackson, porte-parole noire des mineurs de Pennsylvanie, fut l'une des personnalités marquantes de la conférence des femmes à Paris. Elle répondit au groupe pacifiste qui assistait à la réunion en expliquant que la guerre contre le fascisme était le seul moyen d'assurer une paix véritable. Au cours des délibérations, une pacifiste convaincue s'était plainte. Je pense qu'on parle beaucoup trop de bataille dans ce manifeste. On parle de combat contre la guerre, combat pour la paix, combat, combat. Nous sommes des femmes, nous sommes des mères, nous ne voulons pas nous battre. Nous savons bien que nous nous montrons patientes envers nos enfants, même s'ils sont désagréables. Et c'est l'amour, et non la bataille qui nous assure la victoire sur eux. Et Lulia Jackson répondit avec franchise et avec lucidité. Mesdames, nous venons d'entendre qu'il faut refuser de se battre, qu'il faut être douce et bonne pour nos ennemis, les partisans de la guerre. Je ne suis pas d'accord. Tout le monde connaît la racine de cette guerre. C'est le capitalisme. On ne peut pas faire souper ces capitalistes et les mettre au lit comme nos enfants. Il faut les combattre. Mother Blue raconte dans son autobiographie que tout le monde avait ri et applaudi, et même les pacifistes, et que le manifeste contre la guerre avait aussitôt été adopté à l'unanimité. Au cours de son intervention, Capitola Tasker, métayère noire de l'Alabama, établit un parallèle entre le fascisme européen et le terrorisme raciste qui visait le peuple noir américain. Elle raconta les meurtres des émeutiers dans le Sud. Elle révéla aux Parisiennes comment le début de révolte des métayers d'Alabama fut violemment réprimé. Elle expliqua que son opposition au fascisme venait de loin, car elle en avait souffert, et elle termina son discours en entonnant le chant des métayers qu'elle avait adapté pour la circonstance. Comme l'arbre au bord de l'eau, nous resterons plantés. Nous sommes contre la guerre et le fascisme, nous resterons plantés. Sur le bateau du retour, Capitola Tasker fit à Mother Blue le récit émouvant de son expérience parisienne. Mother, quand je reviendrai en Alabama, dans le champ de coton, derrière notre vieille cabane, je me dirai, Capitola, es-tu vraiment allé à Paris? As-tu vu ces femmes extraordinaires? Écoutez ces grands discours, ou n'était-ce qu'un rêve? Si ce n'est pas un rêve, Mother, je vais leur raconter dans tout l'Alabama et leur dire combien les femmes du monde entier se battent pour faire cesser le règne de la terreur dans le Sud et pour arrêter la guerre. Mother Blue et ses camarades communistes concluaient en disant que la classe ouvrière pouvait jouer un rôle révolutionnaire, à condition que les travailleurs luttent sans relâche contre le racisme, véritable poison social. Le nom d'Eyariv Blue reste associé à d'étonnantes réalisations qui prouvent que cette communiste blanche soutenait fermement le mouvement de libération des Noirs. Anita Whitney. Quand Anita Whitney naquit en 1867 dans une riche famille de San Francisco, rien ne laissait prévoir qu'elle serait un jour secrétaire générale du Parti communiste de Californie. Peut-être était-elle destinée à la politique, car après l'obtention de son diplôme à Wellesley, un prestigieux collège féminin de Nouvelle-Angleterre, elle participa à des œuvres de bienfaisance, puis devint très vite militante pour le vote des femmes. Dès son retour en Californie, elle adhéra à la Ligue pour l'égalité, et en fut élue présidente au moment où la Californie devenait le 6e État de la nation à accorder le droit de vote aux femmes. En 1914, Anita Whitney rejoignit le Parti socialiste. Malgré la relative indifférence de son parti pour les luttes du peuple noir, elle soutint spontanément les causes antiracistes. Quand l'Association nationale des gens de couleur pour la sauvegarde de leurs droits civiques créa une section dans la baie de San Francisco, Anita Whitney accepta avec enthousiasme une place de membre dans le comité exécutif proche de l'aile gauche du Parti socialiste. Il rejoignit les fondateurs du Parti communiste des travailleurs en 1919. Peu après, ce groupe fusionna avec le Parti communiste américain.
1919 fut l'année des sinistres chasses aux communistes du procureur général Alexander Mitchell Palmer et Anita Whitney allait devenir l'une de ses nombreuses victimes. On informa cette dernière que le discours qu'elle devait prononcer à Oakland devant les femmes des clubs associés à la Ligue civile de Californie était interdit. Malgré le veto officiel, elle parla le 28 novembre 1919 du problème noir aux États-Unis. Elle posa essentiellement le problème du lynchage. Depuis 1890, on a compté 3228 lynchages aux États-Unis. 2500 victimes étaient des hommes de couleur et 50 des femmes de couleur. J'aimerais m'en tenir là, mais je pense que devant cette situation barbare, nous devons rassembler nos forces afin de laver l'histoire de notre pays de cette tâche. Elle posa ensuite une question aux femmes blanches du club. Le savez-vous? Un noir dit un jour que s'il possédait l'enfer et le Texas, il préférerait louer le Texas et habiter l'enfer. Elle ajouta que le Texas était le troisième État du Sud pour le nombre de meurtres commis au cours d'émeutes raciales après la Géorgie et le Mississippi. En 1919, il était rare qu'une personne blanche en appelle à d'autres blancs contre le fléau du lynchage. La propagande raciste, l'évocation constante du mythe du violeur noir avait provoqué la division attendue. Même dans les milieux progressistes, les blancs hésitaient souvent à se déclarer contre les lynchages, qui étaient alors justifiés comme des réactions aux agressions sexuelles des Noirs contre les femmes blanches du Sud. Anita Whitney en était consciente, malgré la propagande raciste, et elle acceptait les risques inhérents à sa position. Il était clair qu'elle serait arrêtée, mais elle choisit pourtant de tenir sa réunion. À la fin de la conférence, elle fut arrêtée et accusée de syndicalisme criminel. Plus tard, elle fut enfermée à la prison de San Quentin et y passa plusieurs semaines avant d'être relâchée sous caution. Ce n'est qu'en 1927 que le gouverneur de Californie l'amnistia. Femme blanche du XXe siècle, Anita Whitney fut une pionnière de la lutte contre le racisme. Avec ses camarades noirs, elle forgea la stratégie communiste d'émancipation de la classe ouvrière. Le combat pour la libération des Noirs en était le pivot. En 1936, Anita Whitney fut élue secrétaire générale du Parti communiste de l'État de Californie et, peu après, membre du comité central. On lui demanda un jour, Anita, comment voyez-vous le Parti communiste? Qu'est-ce qu'il signifie pour vous? Eh bien, dit-elle avec un sourire incrédule, un peu étonné par cette question, il a donné un sens à ma vie. Le Parti communiste est l'espoir du monde. C'est tellement actuel. Oui, 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 totalement. Le fait de voir... alors, à l'époque, c'était les Noirs, mais aujourd'hui, on pourrait dire, par exemple, les musulmans, etc. Comme des violeurs, des personnes dangereuses, etc. C'est quelque chose qui existe et qui a souvent existé dans l'histoire du monde. Et qui existe toujours. Ensuite, on va parler de Elizabeth Gurley Flynn. Quand Elizabeth Gurley Flynn mourut en 1964, elle défendait depuis près de 60 ans les causes socialistes et communistes. Élevée par des parents membres du Parti socialiste, elle se sentit très tôt en accord avec la lutte des socialistes contre la classe capitaliste. La jeune Elizabeth n'avait pas 16 ans quand elle prononça son premier discours. À partir de lectures comme Défense des droits de la femme de Mary Wollstonecraft et Femmes et socialisme de Auguste Bebel, elle fit en 1906, devant le club socialiste de Harlem, un discours intitulé Ce que le socialisme apportera aux femmes. Son père hésitait à lui accorder le droit de parler en public, mais l'accueil enthousiaste de Harlem acheva de le décider. Elle accompagnait son père et se familiarisa avec les discours de rue qui étaient la tactique des radicaux de l'époque. Elle fut arrêtée une première fois pour avoir parlé sans autorisation et emmenée en prison avec son père. Sa carrière de militante pour les droits de la classe ouvrière commença dès l'âge de 16 ans. Elle prit la défense de Big Bill Haywood, contre qui les grands trusts de cuivre avaient lancé de fausses accusations. Pendant sa campagne de soutien, elle rejoignit l'Internationale mondiale des travailleurs dans les États de l'Ouest comme le Montana et l'État de Washington. Puis, elle démissionna du Parti socialiste, convaincue qu'il était sectaire convaincu qu'il était sectaire en comparaison de ce mouvement si bien enraciné qui s'étendait à tout le pays.
Avec derrière elle l'expérience de nombreuses grèves au cours desquelles elle s'était affrontée à la police, Elizabeth Flynn alla rejoindre les grévistes du textile à Lawrence, dans le Massachusetts, en 1912. Leurs revendications étaient simples et impérieuses. D'après Mary Eaton Vorse, les salaires étaient si bas à Lawrence que 35% des travailleurs gagnaient moins de 7 dollars par semaine. Moins d'un cinquième avait plus de 12 dollars par semaine. Leurs origines diverses les divisaient. Ils parlaient plus de 40 langues et dialectes, mais leur faible niveau de vie et la mortalité infantile les rapprochaient. En effet, un enfant sur 5 mourait avant d'atteindre 1 an. Les autres, les autres agglomérations dont le taux de mortalité était supérieur étaient toutes des villes de filature. Selon Vorse, qui assurait le reportage pour le magazine Harper's Weekly de tous les orateurs qui s'adressèrent à l'Assemblée des grévistes, Elizabeth Gurley Flynn fut la seule à mobiliser les ouvriers. Elle les encouragea à poursuivre la grève. Quand Elizabeth Gurley Flynn parlait, l'émotion s'emparait de la foule. Avec sa jeunesse, ses yeux bleus d'Irlandaise, son visage de lys et sa couronne de cheveux noirs, elle incarnait la fougueuse révolutionnaire. Son appel à la solidarité avait bouleversé la foule. Un frisson parcourait ses auditeurs. Ils croyaient désormais à leur libération. Elle organisa des grèves avec la collaboration de Frank Little, célèbre leader indien. En 1916, tous deux représentaient l'Internationale des travailleurs pendant la grève des mineurs de fer du Mesabi dans le Minnesota. Un an plus tard, Elizabeth Gurley Flynn apprenait que Frank Little venait d'être lynché à Butte, dans le Montana, après un discours aux mineurs en grève. 6 hommes masqués vinrent à l'hôtel la nuit, fracturèrent la porte, l'arrachèrent de son lit pour l'emmener dans les faubourgs de la ville et le pendre au pont de la voie ferrée. Un mois après la mort de Frank Little, 168 personnes furent inculpées d'avoir conspiré avec lui afin d'empêcher l'application des lois aux États-Unis. Elizabeth Gurley Flynn était la seule femme parmi les accusés, et Ben Fletcher, débardeur de Philadelphie et leader de l'Internationale mondiale des travailleurs, fut le seul noir cité par l'accusation. Elizabeth Gurley Flynn révèle, dans son autobiographie, qu'elle était consciente, depuis le début de sa carrière politique, de l'oppression subie par les Noirs. Son engagement dans l'Internationale mondiale des travailleurs lui avait révélé la nécessité de la lutte contre le racisme. Il proclamait que seule l'Internationale des travailleurs considère que l'ouvrier noir est vraiment l'égal du blanc, homme ou femme. Elle ne fait absolument aucune différence entre eux. Mais l'Internationale des travailleurs était essentiellement le syndicat des travailleurs de l'industrie, blancs en majorité. Et il n'y avait pas de femmes dans la minorité d'ouvriers noirs de l'industrie. En réalité, la plupart des travailleurs noirs, hommes et femmes, travaillaient toujours dans l'agriculture ou le service domestique. Par conséquent, seule une fraction de la population noire pouvait adhérer à un syndicat industriel, sauf si celui-ci luttait pour l'accès des Noirs à l'industrie. Elizabeth Gurley Flynn entra au Parti communiste en 1937 et compta très vite parmi ses leaders. Proche collaboratrice de communistes noirs comme Benjamin Davis et Claudia Jones, elle prit conscience du rôle essentiel de la libération du peuple noir dans la lutte d'émancipation de la classe ouvrière. En 1948, elle publia un article dans Political Affairs, l'organe du parti, sur la Journée internationale des femmes. Le droit au travail, à l'apprentissage, à la promotion, le droit à l'ancienneté, la protection sanitaire et la sécurité, des crèches adaptées. Voilà les demandes urgentes des organisations de travailleuses de toutes les femmes qui travaillent et des femmes noires en particulier. S'élevant contre l'inégalité des droits entre les anciens combattants hommes et femmes, elle rappelait à ses lecteurs que les femmes noires subissaient une triple oppression. Chaque brimade infligée à l'américaine blanche est 1000 fois aggravée chez l'américaine noire, qui est 3 fois exploitée, comme noire, comme travailleuse et comme femme. Coucou Jules Canaan. Les femmes noires proposèrent plus tard cette analyse du triple péril. Euh,
Les femmes leur proposèrent plus tard cette analyse du triple péril lorsqu'elles tentèrent d'influencer le Women's Liberation Movement au tout début de sa création. La première autobiographie d'Elizabeth Gurley Flynn, I Speak My Own Peace ou The Rebel Girl, est un aperçu fascinant de ses propres expériences de militante dans l'international des travailleurs. Dans la seconde, The Alderson Story ou My Life as a Political Prisoner, elle révèle une nouvelle maturité politique et une prise de conscience du racisme. Pendant la chasse aux communistes, organisée par McCarthy, elle fut arrêtée à New York avec 3 autres femmes et accusée de complot contre le gouvernement. Les autres s'appelaient Marianne Bachrach, Betty Gannett et Claudia Jones. La dernière était une noire de Trinidad qui avait émigré très jeune aux États-Unis. En juin 1951, toutes 4 furent conduites à la prison de femmes de New York. Le seul épisode qui égaya leur séjour là-bas fut l'anniversaire d'une prisonnière organisée par Elizabeth, Betty et Claudia. Seule et désespérée, une jeune noire de 19 ans avait dit que son anniversaire tombait le lendemain. Les 3 femmes réussirent à obtenir un gâteau de l'intendant. Nous avions confectionné des bougies en papier pour le cake et fabriqué une nappe avec des serviettes en papier. Elle pleura de surprise et de joie quand nous lui souhaitâmes un heureux anniversaire. Le lendemain, nous recevions ce petit mot. Chère Claudia, Betty et Elisabeth, je ne sais comment vous remercier de ce que vous avez fait pour mon anniversaire. Ce fut l'un des plus beaux jours de ma vie. Bien que communiste, vous êtes les femmes les plus admirables que je connaisse. Je parle des communistes parce que les gens ne les aiment pas. Ils pensent que les communistes sont contre les Américains. Moi, je ne le crois pas. Vous êtes les femmes les plus sympathiques que j'ai rencontrées en 19 ans d'existence. Et je n'oublierai aucune de vous, où que je sois. J'espère que vous sortirez bientôt d'ici et que vous n'y reviendrez plus jamais. Après le procès des 3 femmes, Marianne Bachrach avait été jugée séparément à cause de son état de santé. La loi Smith les condamna à purger leur peine au pénitencier fédéral des femmes à Alderson en Virginie. Peu de temps après leur arrivée, un arrêté abolit la ségrégation raciale dans la prison. Dorothy Rose Bloomberg de Baltimore, autre victime de la loi Smith, fut une des premières prisonnières blanches à partager la cellule des Noirs. Elle avait été condamnée à 3 ans de prison. C'est à la fois amusant et flatteur de penser que les communistes étaient appelés à participer à l'intégration dans les prisons. Mais, comme le souligne Elizabeth Gurley Flynn, l'abolition de la ségrégation raciale dans les prisons n'entraîna pas pour autant la suppression de la discrimination. Et jusqu'à sa suppression effective, on continua à affecter les femmes noires aux travaux les plus durs, à la ferme, à la conserverie, à l'entretien et à la porcherie. En tant que leader du Parti communiste, Elizabeth Gurley Flynn était engagée dans la lutte de libération des Noirs et elle s'était rendue compte que leur résistance n'était pas toujours politiquement consciente. Elle avait observé parmi les prisonnières d'Alderson une plus grande solidarité chez les femmes noires, sans doute attribuable à leur habitude de vie. Elles me semblaient avoir davantage de caractère. Dans l'ensemble, elles étaient plus fortes et plus indépendantes, moins portées au commérage et au mouchardage que les prisonnières blanches. Elle sympathisa plus facilement avec les prisonnières noires. Franchement, les prisonnières noires m'inspiraient davantage confiance. Elles étaient plus équilibrées, moins hystériques, moins corrompues, plus mûres. En retour, les femmes noires étaient plus réceptives à Elizabeth. Peut-être sentaient-elles que cette femme blanche était solidaire de leur lutte. Et maintenant, on va parler de Claudia Jones. Née à Trinidad, à l'époque où l'île était encore rattachée aux Antilles britanniques, Claudia Jones immigra très tôt aux États-Unis. Plus tard, elle rejoignit le comité de soutien pour la libération des Scottsboro Boys. Elle y rencontra des membres du Parti communiste. Elle adhéra au parti et prit à 20 ans la tête de la commission des femmes. En tant que leader, elle devint le symbole national de la lutte des femmes communistes. Parmi tous les articles de Claudia Jones, le plus remarquable est daté de juin 1949 et s'intitule Pour tirer de l'oubli les problèmes des femmes noires. Son analyse réfutait tout stéréotype phallocrate. Les femmes noires devaient absolument occuper une position centrale dans le combat de libération de leur peuple. Peu de témoignages historiques mentionnaient qu'elles étaient à l'origine des grèves des métayers des années 30. En outre, comme ouvrières et comme femmes d'ouvriers,
Elles ont joué un rôle essentiel dans les grèves pour la reconnaissance du syndicalisme industriel dans l'automobile, les industries de l'emballage, mais aussi les aciéries. Plus récemment, Miranda Smith et Velma Hopkins ont révélé leur talent de leaders syndicaux pendant la grève des ouvriers de l'emballage et du tabac. Claudia Jones fustigua les progressistes et les syndicalistes, en particulier pour leur refus de reconnaître l'organisation des domestiques noirs. La majorité des femmes noires étaient employées de maison, et l'attitude paternaliste qu'on adoptait à leur égard influençait leur position dans la société. Le fait que les femmes noires soient continuellement reléguées dans la sphère du travail domestique a contribué à perpétuer et à intensifier la phallocratie à l'encontre de toutes les femmes noires. Claudia Jones rappelait à ses amies blanches et à ses camarades: trop de progressistes et même de communistes continuent à exploiter des domestiques noirs, et parfois à dénigrer leurs bonnes auprès de leurs amis bourgeois et dans leur propre famille. Communiste convaincue, elle était persuadée que seul le socialisme portait une promesse de libération pour les femmes noires, le peuple noir dans sa totalité et l'ensemble de la classe ouvrière. Elle exhortait ses camarades à se débarrasser du racisme et du sexisme et, au sein du parti, dans les clubs, nous devons débattre sérieusement du rôle des femmes noires, afin de mieux comprendre, en tant que militantes du parti, les luttes à mener dans notre vie professionnelle et dans notre communauté. Comme beaucoup d'autres femmes noires l'avaient pensé, elle affirmait que les blanches des mouvements progressistes et les communistes avaient une responsabilité particulière vis-à-vis des femmes noires. Le rapport économique maîtresse-servante perpétue un sentiment de caste que toutes les progressistes blanches doivent combattre consciemment dans ces manifestations évidentes ou subtiles. À la prison fédérale d'Alderson, Claudia Jones observa le microcosme d'une société raciste qu'elle connaissait bien. Malgré l'abolition de la ségrégation, Claudia était incarcérée dans un bâtiment de couleur et isolée de ses camarades blanches Elizabeth Gurley Flynn et Betty Gannett. Elizabeth Gurley Flynn était une amie intime de Claudia Jones. Quand elle fut libérée, au bout de 10 mois de détention, en octobre 1955, Elizabeth s'en réjouit malgré la douleur de la séparation. Ma fenêtre donnait sur la route. Je la vis s'en aller. Elle se retourna pour me faire un signe d'adieu. Elle était grande, mince, belle, vêtue de brun et d'or. Puis elle disparut. Ce fut le jour le plus douloureux de ma vie de prisonnière. J'étais abandonnée. Le jour où Claudia Jones quitta Alderson, Elizabeth écrivit un poème intitulé Adieu à Claudia. Chers camarades, le jour de notre séparation approche. De jour en jour, un sombre pressentiment, une sombre angoisse envahissent mon cœur. Ne plus te voir descendre le chemin, ne plus voir tes yeux souriants, ton visage radieux, ne plus entendre tes éclats de rire, plus d'amour triste dans ce triste lieu. Les mots me manquent pour dire la douleur de l'isolement, du silence, morne journée. Ce matin, lugubre et gris, je suis abandonné, un avenir de solitude, prisonnière de ces murs. Parfois, je pense que je rêvais ta présence, si vivante, si éloignée, je te sais, si fière de marcher, de parler, de travailler, d'être, tout ne fut peut-être qu'un songe fébrile. Pourtant, le soleil a chassé le brouillard, les ténèbres. Je connais la joie soudaine de ton départ, puisqu'aujourd'hui tu descends les rues de Harlem, pour toi au moins se lever l'aube de la liberté. Je serai forte de notre foi commune, chers camarades, indépendante, fidèle à notre idéal, pour garder mon esprit et mon âme hors de toute prison. Je serai forte du courage que m'inspire ton souvenir d'amour. Peu de temps après sa libération, les pressions du macartisme l'obligea à s'exiler en Angleterre. Elle poursuivit ses activités politiques en publiant The West Indian Gazette, mais sa santé déclina rapidement et elle mourut. Et c'est la fin du chapitre sur les femmes communistes dans ce livre. Et du coup, le chapitre 11, le viol, le racisme et le mythe du violeur noir. Certains des... je pensais à Orange is the New Black en me disant que finalement rien n'avait changé. Ouais, c'est un peu ça. En vrai, c'est... Oui, oui, mais j'y ai pensé aussi un petit peu. En vrai, j'y ai pensé aussi un petit peu, et c'est vrai que c'est un peu réel.
C'est un petit peu réel. Et en fait, en fait, c'est ça qui. En fait, t'as pas vu Orange is the New Black? Oh. Bon, après, Orange is the New Black, voilà, c'est un peu long et c'est pas non plus la meilleure série de tous les temps. Mais voilà, série qui se passe dans une prison pour femmes, voilà. Alors, certains des signes les plus flagrants de dégradation sociale ne sont pris en compte que lorsqu'ils ont atteint une ampleur telle qu'ils défient tout remède. Le viol en est un exemple. C'est aujourd'hui aux États-Unis, de tous les actes de violence, celui qui connaît la progression la plus rapide. Après des siècles de silence, de souffrance, de culpabilité déplacée, les agressions sexuelles montrent brutalement les fautes de parcours de la société capitaliste actuelle. L'inquiétude grandissante de l'opinion face au problème du viol a incité des milliers de femmes à divulguer le récit des agressions qu'elles ont subies ou failli subir. Le bilan est terrible. Très peu de femmes peuvent affirmer qu'elles ont échappé au viol ou à la tentative de viol. Aux États-Unis et dans d'autres pays capitalistes, les lois sur le viol ont généralement été conçues pour protéger les hommes des classes dirigeantes dont la femme ou la fille se ferait agresser. Ce qui arrivait aux femmes de la classe ouvrière ne préoccupait guère les tribunaux. En conséquence, peu de blancs ont été poursuivis pour violences sexuelles. Par contre, les noirs, coupables ou innocents, ont été aveuglément poursuivis. Ainsi, parmi les 455 hommes exécutés pour viol entre 1930 et 1967, 405 étaient noirs. Dans l'histoire des États-Unis, la fausse inculpation de viol est l'un des plus énormes subterfuges que le racisme ait inventé. On a systématiquement brandi le mythe du violeur noir à chaque fois qu'il a fallu justifier une nouvelle vague de violence et de terrorisme contre la communauté noire. L'absence remarquée des femmes noires dans les rangs du mouvement contre le viol peut s'expliquer par son indifférence à l'accusation de viol comme alibi raciste. Trop d'innocents ont été sacrifiés dans les chambres à gaz et ont croupi toute une vie dans les prisons pour que les femmes noires se joignent à celles qui cherchent souvent assistance auprès des policiers et des juges. Par ailleurs, lorsqu'elles-mêmes ont été violées, les femmes noires ont trouvé peu ou pas de soutien chez ces représentants de l'autorité, et elles ont trop souvent révélé qu'elles avaient été violées une seconde fois par les policiers dans le but de discréditer leurs témoignages. Même au plus fort du mouvement pour les droits civiques à Birmingham, de jeunes militantes racontaient que rien ne pouvait empêcher les policiers de la ville de violer les femmes noires. Récemment, à Chicago, en 1974, une jeune fille noire de 17 ans raconta comment elle avait été violée par 10 policiers. Certains d'entre eux furent suspendus, puis l'affaire fut rapidement étouffée. Au début du mouvement contre le viol, peu de théoriciennes féministes ont sérieusement analysé le viol des femmes noires du point de vue social. On vient seulement d'établir un lien historique entre les agressions subies par les femmes noires, violées systématiquement par des blancs, et les violences dirigées contre les hommes noirs, blessés et assassinés par des émeutiers racistes après une fausse inculpation de viol. Chaque fois qu'elles ont dénoncé cette exaction, les femmes noires ont montré que l'inculpation de viol servait d'alibi à la violence raciste. Un écrivain perspicace affirme: le mythe du noir violeur de femmes blanches est parallèle à celui de la mauvaise femme noire. Tous deux servent à justifier et à faciliter l'exploitation des noirs, hommes et femmes. Les femmes noires qui ont pris conscience de ce phénomène se sont trouvées très tôt au premier rang de la lutte contre le lynchage. Gerda Lerner, auteure de ce passage, fut une des rares femmes blanches à aborder ce sujet au début des années 1970, à analyser en profondeur l'effet combiné du racisme et du sexisme sur les femmes noires. Le cas de Joan Little illustre sa thèse. Au cours de l'été 1975, cette jeune femme noire, seule femme incarcérée dans une prison de Caroline du Nord, fut accusée du meurtre d'un gardien blanc. Au tribunal, elle raconta comment il l'avait violée dans sa cellule et comment elle l'avait tuée en état de légitime défense et que le pic à glace dont il s'était servi pour la menacer. Une campagne de soutien fut organisée dans tout le pays par des individus isolés, par des organisations de la communauté noire et par le jeune mouvement des femmes. Son acquittement fut accueilli comme une grande victoire, lançant ensuite des appels passionnés en faveur de Delbert Gibbs,
un prisonnier noir qui attendait d'être exécuté dans une prison de Floride, après avoir été faussement accusé du viol d'une femme blanche. Un grand nombre de femmes noires répondirent à son appel, mais peu de femmes blanches et peu d'organisations rattachées au mouvement contre le viol acceptèrent de manifester pour la libération de cette victime du racisme sudiste. Même quand Jerry Paul, l'avocat de Joan Little, annonça sa décision de défendre Delbert Gibbs, rares furent les femmes blanches qui osèrent le soutenir. Cependant, en 1978, lorsque toutes les charges retenues contre Gibbs furent rejetées, un grand nombre de militantes du mouvement contre le viol prirent position en sa faveur. Pourtant, leurs premières hésitations confirmaient les soupçons des femmes noires. Le mouvement contre le viol négligeait leurs préoccupations spécifiques. Ce n'est pas parce qu'elles s'étaient pas jointes massivement au mouvement que les femmes noires s'opposaient aux mesures prises contre le viol. Avant la fin du XIXe siècle, les pionnières noires des clubs organisèrent une des premières manifestations publiques contre les agressions sexuelles. Une tradition de 80 ans de lutte contre le viol avait montré l'étendue et la gravité de la menace qui pèse sur les femmes noires. Historiquement, les Blancs, surtout les détenteurs du pouvoir économique, ont toujours prétendu exercer un droit incontestable sur le corps des femmes noires. L'esclavage reposait autant sur les contraintes sexuelles que sur l'usage du fouet. Cette quasi-institutionnalisation du viol n'était pas l'expression d'irrépressibles besoins sexuels, véritables ou imaginaires des Blancs. La violence sexuelle était l'une des dimensions essentielles des relations sociales entre maîtres et esclaves. En d'autres termes, le droit que s'octroyaient les propriétaires d'esclaves sur le corps des femmes noires n'était autre que l'expression de leur prétendu droit de propriété sur le peuple noir dans son ensemble. Le droit de violer émanait de cette impitoyable domination économique et la favorisait. Elle était la marque infamante de l'esclavage. Ce dernier était si profondément ancré dans les esprits qu'il survécut même à l'esclavage. Les viols collectifs perpétrés par le Ku Klux Klan et autres organisations terroristes nées après la guerre de sécession servirent ouvertement d'armes politiques pour faire obstacle au mouvement pour l'égalité des Noirs. Pendant l'émeute de Memphis, en 1866, les meurtres terroristes s'accompagnèrent de viols prémédités de femmes noires. Après les émeutes, nombreuses furent celles qui témoignèrent devant le Congrès des violences effroyables qu'elles avaient subies. Une femme noire, du nom d'Ellen Parton, apporte le témoignage d'événements similaires pendant les émeutes de 1871 à Méridian, dans le Mississippi. J'habite à Méridian depuis 9 ans. Mon travail, c'est la lessive, le repassage, le ménage. Ils sont venus mercredi soir pour la dernière fois chez moi. Ils, je veux dire un groupe d'hommes. Ils sont venus lundi, mardi et mercredi. Lundi soir, ils ont dit qu'ils n'étaient pas venus pour nous faire du mal. Mardi soir, ils ont dit qu'ils venaient chercher des armes. J'ai dit qu'ils n'en avaient pas. Ils m'ont dit qu'ils se fiaient à ma parole. Mercredi, ils sont revenus. Ils ont cassé l'armoire et les malles. Et ils m'ont violé. Ils étaient 8. Et je ne sais pas combien d'autres étaient restés dehors. Bien sûr, l'agression sexuelle ne s'est pas toujours manifestée aussi nommément. Ces innombrables viols anonymes de femmes noires par des blancs sont les drames quotidiens du racisme. Les hommes sont convaincus que leur attitude n'est que naturelle. Ces crimes ont reçu l'approbation morale des hommes politiques, des universitaires, des journalistes et des écrivains, qui ont souvent présenté les femmes noires comme impudiques et immorales. Même Gertrude Stein, écrivain célèbre, décrit l'une de ses héroïnes noires en utilisant des termes comme amoralité primaire et impudeur des noirs. Quand les blancs de la classe ouvrière eurent repris cette théorie à leur compte, la propagation de l'idéologie raciste remporta une victoire. Le racisme a toujours profité de sa faculté à encourager la violence sexuelle. Les femmes noires et leurs sœurs de couleur sont depuis toujours les principales cibles de ces agressions racistes, mais les femmes blanches les ont également subies. Lorsque les blancs furent persuadés qu'ils pouvaient violer les femmes noires en toute impunité, leur attitude à l'égard des femmes de leur race ne pouvait que s'en trouver modifiée. Le racisme est un appel au viol, et les Américaines blanches en ont nécessairement subi le contre-coup. Voilà un des nombreux exemples où le sexisme se nourrit du racisme, faisant indirectement des blanches les victimes d'une forme d'oppression spécifique réservée à leurs sœurs de couleur.
L'exemple de la guerre du Vietnam révèle comment le racisme peut servir d'incitation au viol. Une fois que l'on eut inculqué aux soldats américains qu'ils se battaient contre une race inférieure, il était facile de les convaincre qu'il était de leur devoir de violer les Vietnamiennes. Leur tâche consistait à fouiller les femmes avec leur pénis. La politique tacite du commandement militaire américain consistait à encourager le viol systématique. Dans la mesure où c'était une arme du terrorisme de masse, où sont passés les milliers de combattants au Vietnam qui ont été les témoins et les acteurs de ces atrocités? Jusqu'à quel point ces brutalités ont-elles marqué leurs attitudes vis-à-vis des femmes en général? Il serait vain de rejeter la responsabilité de tous les crimes sexuels sur les soldats du Vietnam, mais il ne fait aucun doute que toutes les Américaines subissent aujourd'hui le contre-coup de cette expérience. Par une douloureuse ironie, certaines théoriciennes du mouvement contre le viol, ignorant le rôle d'incitation au viol joué par le racisme, affirment que les hommes de couleur sont particulièrement enclins à la violence sexuelle contre les femmes. Dans son impressionnante étude sur le viol, Susan Brown Miller affirme que l'oppression exercée sur les Noirs a mis hors de leur portée la possibilité d'exprimer légitimement leur suprématie de mâle. En conséquence, ils ont eu recours à des actes de violence sexuelle. Dans son portrait des habitants du ghetto, Susan Brown Miller montre que les salles à manger des cadres et l'ascension du mont Everest ne sont généralement pas accessibles à ceux qui constituent la sous-culture de la violence. Par contre, l'accès au corps des femmes par la force est à leur portée. Un concert de louanges accueillit la parution du livre de Susan Brown Miller, Le viol. Le magazine Times, qu'il avait choisi comme l'une des 10 femmes de l'année 76, analysa ainsi son livre. L'étude la plus rigoureuse et la plus stimulante de toute l'histoire du mouvement féministe. Cependant, dans d'autres milieux, le livre fut sévèrement critiqué parce qu'il contribuait à ressusciter le vieux mythe raciste du violeur noir. Sur ce point-là, il faut aussi placer la guerre du Vietnam dans la lignée de la guerre de Corée et la guerre du Pacifique, où le racisme est structurant dans l'attitude des soldats US. Oui, totalement. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Que ce soit la guerre de Corée, la guerre du Vietnam ou la guerre du Pacifique, le viol a été utilisé et le racisme aussi était extrêmement présent et structurant même de l'armée même US. Là-dessus, on est totalement d'accord. Et il faut savoir que le viol comme arme de guerre est toujours utilisé, et ce par quasiment toutes les armées du monde, hein, voilà. Ça ne sera c'est jamais dit comme ça, mais c'est un fait. C'est ouvertement un fait. Donc voilà. On ne peut nier que le livre de Suzanne von Meyer se soit porté à l'avant-garde de la littérature contemporaine sur le viol. Pourtant, beaucoup de ses arguments sont malheureusement imprégnés d'idéologie raciste. La nouvelle interprétation qu'elle fait du lynchage, en 1953, de Emmett Till, un adolescent de 14 ans, est caractéristique. Ce jeune garçon avait sifflé dans une rue du Mississippi une femme blanche, dont on avait retrouvé peu après le corps mutilé au fond de la rivière Tallahatchie. L'action de Till était plus, euh, l'action de Till était plus qu'une plaisanterie insolente de gosse, dit-elle. Emmett-il allait montrer à ses copains noirs que lui, et par conséquent eux, pouvaient avoir une blanche, et Caroline fut l'objet adéquat à sa portée. Concrètement, il était question de la possibilité d'approcher toutes les femmes blanches. Et que penser de ce coup de sifflet destiné aux filles? Le geste de bravade d'un adolescent? Le coup de sifflet n'était pas un gazouillis de petit oiseau ou une façon mélodieuse de saluer une cheville bien tournée. C'était une insulte délibérée, simplement dénuée de violence physique. Un dernier avertissement à Caroline Bryant. Ce garçon noir, qu'il avait en tête de la posséder. Suzanne Brandmeier déplore la punition sadique infligée à Emmett Till. Néanmoins, elle accuse le jeune noir de sexisme et considère qu'il s'est rendu presque aussi coupable que ses assassins racistes. Après tout, ajoute-t-elle, lui et ses meurtriers se souciaient essentiellement d'affirmer leur droit de propriété sur les femmes. Suzanne von Miller n'est malheureusement pas la seule femme de lettres à avoir subi l'influence de l'idéologie raciste pour la question du viol. Jean McKear écrit dans son livre Le viol. Les Noirs, élevés dans les ghettos, apprennent très vite à obtenir ce qu'ils désirent en s'en emparant. La violence est de règle dans le jeu de la survie. Les femmes sont de bonnes proies. Pour obtenir une femme,
Il suffit d'obtenir sa soumission. Jean Maquillard est intoxiqué par la propagande raciste, au point d'affirmer froidement que 90% des viols enregistrés aux États-Unis sont commis par des Noirs. Dans la mesure où le FBI donne le chiffre de 47%, on a peine à croire qu'il ne s'agisse pas là d'une provocation volontaire. Les dernières études sur le viol aux États-Unis montrent une disparité entre le nombre d'agressions sexuelles réelles et celles qui font l'objet d'une plainte. Selon Suzanne Brownmeyer, les viols enregistrés représentent 1 cas sur 5 ou 1 cas sur 20. Une enquête publiée par les féministes radicales de New York conclut que les plaintes ne reflètent que 5% des viols commis. Néanmoins, la plupart des études contemporaines traitant de cette question ont tendance à confondre les viols commis et ceux qui sont enregistrés par la police. Si cette habitude persiste, il deviendra pratiquement impossible de déterminer la véritable origine sociale du viol. Dans son livre The Politics of Rape, Dania Russell donne malheureusement raison au préjugé courant selon lequel le violeur type est un homme de couleur. S'il est blanc, il est pauvre ou issu de la classe ouvrière. Son livre, sous-titré The Victim's Perspective, est basé sur une série d'interviews de femmes violées dans la région de la baie de San Francisco. Sur les 22 cas relatés, 12, donc plus de la moitié, ont été commis par des Noirs, des Chicanos ou des Amérindiens. Il est cependant intéressant de constater que seulement 26% des 95 interrogatoires menés à l'origine mettent en scène des hommes de couleur. Si ce douteux procédé de sélection ne suffit pas à éveiller de réels soupçons de racisme, il faut se reporter aux conseils qu'elle donne aux femmes blanches. Si certains Noirs considèrent le viol d'une femme blanche comme une revanche, ou l'expression d'une hostilité justifiée vis-à-vis des Blancs, je pense qu'il est tout aussi normal que les femmes blanches se méfient plus des Noirs qu'elles ne le font généralement. Suzanne Brownmiller, Jean Maquillard et Diana Russell sont assurément plus subtils que les premiers théoriciens du racisme. Mais leurs conclusions sont tragiquement les mêmes que celles des défenseurs du racisme, comme Winfield Collins qui publia en 1918 The Truth About Lynching and the Negro in the South, où l'auteur prend la sauvegarde de la race blanche dans le Sud. Les deux traits les plus caractéristiques du nègre sont son absence complète de chasteté et sa totale ignorance de la vérité. Le laisser-aller sexuel du nègre, considéré comme immoral et même criminel dans la civilisation blanche, était peut-être une vertu dans son pays d'origine. Là-bas, la nature avait développé en lui d'intenses besoins sexuels pour compenser un taux de mortalité élevé. Un peu dur à écouter. Ouais, désolé. Collins recourt à des arguments pseudo-biologiques, alors que Suzanne Brownmeyer, Diana Russell et Jean Maquillard font appel à des théories sur le milieu social. Mais en dernière analyse, tous arrivent à la conclusion que les Noirs sont forcément enclins à commettre des agressions sexuelles contre les femmes. Une des premières études théoriques associées au mouvement féministe contemporain sur le viol et la race se trouve dans la dialectique du sexe de Shulamit Firestone. D'après elle, le racisme est une extension du sexisme, évoquant la Bible selon laquelle les races ne sont rien de plus que les divers parents et enfants de la famille de l'homme. Elle présente l'homme blanc comme le père, la femme blanche comme l'épouse et la mère, et les noirs comme les enfants. Transposant en termes raciaux le complexe d'Oedipe freudien, Flamit Firestone donne également à entendre que les Noirs nourrissent un désir incontrôlable de relations sexuelles avec les femmes blanches. Ils veulent tuer le père et coucher avec la mère. De plus, afin d'être un homme, le Noir doit se défaire du lien qui le rattache à la femme blanche et qui ne peut être que dégradant. En outre, à cause de sa haine et de sa jalousie de l'homme blanc qui la possède, il la convoite comme un objet à conquérir pour sa vengeance. Shulamit Firestone succombe comme les autres au vieux sophisme raciste qui consiste à blâmer la victime. Consciemment ou inconsciemment, leurs déclarations ont facilité le retour du mythe galvaudé du violeur noir. Et leur myopie historique les empêche de comprendre qu'en dépeignant le noir comme un violeur, on invite ouvertement le blanc à faire usage du corps de la femme noire. Cette fiction du violeur noir a toujours renforcé son complément, l'impudeur prétendue des femmes noires. Une fois que l'on a accepté que les Noirs ont une sexualité bestiale et des besoins irrépressibles, la race entière est investie de la même bestialité.
Si les Noirs regardent les femmes blanches comme des objets sexuels, les femmes noires doivent certainement accepter avec plaisir les attentions sexuelles des hommes blancs. Dans la mesure où les femmes noires sont considérées comme des femmes de mauvaise vie et des putains, leurs protestations contre le viol perdent tout crédit. Dans les années 20, un homme politique célèbre dans le Sud déclara qu'il n'existait aucune fille vertueuse de plus de 14 ans dans le peuple de couleur. On ne tarda pas à apprendre que ce blanc avait deux familles, une de sa femme blanche et l'autre d'une femme noire. Walter White, célèbre leader du mouvement contre le lynchage et secrétaire de l'Association nationale des gens de couleur, l'accusa à juste titre d'expliquer et de justifier ses propres manquements à la morale en mettant l'accent sur l'immoralité des femmes de la race inférieure. Calvin Ayrton, écrivain noir contemporain, répand malheureusement les mêmes mensonges. À propos des femmes noires, il affirme dans son étude Sex and Racism, la femme noire commença à perdre le sens de sa propre valeur pendant l'époque de l'esclavage, aussi bien en tant que femme qu'en tant qu'être humain. Après avoir subi les manifestations incessantes de l'immoralité des Blancs du Sud, la femme noire devient débauchée, impudique et facile. En fait, elle finit par se regarder avec les yeux des gens du Sud, car elle n'avait aucune autre morale à suivre. L'analyse de Calvin Ayrton ne soulève jamais le voile idéologique qui a permis de minimiser les outrages constants contre les femmes noires. Il tombe dans le piège, qui consiste à blâmer la victime pour la sauvage punition qu'elle a dû endurer au cours des siècles. Dans l'histoire de ce pays, les femmes noires ont largement pris conscience de leur rôle de victime de la sexualité masculine. Elles ont compris qu'elles ne pouvaient lutter efficacement contre les agressions sexuelles sans s'opposer aux fausses accusations de viol qui servaient de prétexte au lynchage. L'utilisation du viol comme instrument de terrorisme raciste précède de plusieurs siècles l'institution du lynchage. À l'époque de l'esclavage, le lynchage des Noirs n'existait pratiquement pas, tout simplement parce que les propriétaires d'esclaves hésitaient à détruire leurs précieuses propriétés. Le fouet, certes, mais pas le lynchage. Comme le fouet, le viol était une méthode efficace pour tenir en respect les hommes et les femmes. C'était l'arme ordinaire de la répression. Il y eut bien sûr des lynchages avant la guerre de sécession, mais il visait les abolitionnistes blancs qui ne possédaient pas de biens. Selon le Liberator de William Lloyd Garrison, plus de 300 blancs furent lynchés au cours des 2 décennies qui suivirent l'année 1836. Le nombre augmenta à mesure que la campagne contre l'esclavage gagnait en puissance et en influence. Quand les esclavagistes virent que le combat tournait à leur désavantage, malgré leurs efforts désespérés pour enrayer les forces adverses, ils eurent de plus en plus souvent recours à la corde et au bûcher. Et Walter White conclut. Le lyncheur entra en scène comme le vaillant défenseur des biens de l'esclavagiste. Avec l'émancipation, les Noirs cessèrent d'avoir une valeur marchande pour leurs anciens propriétaires, et l'industrie du lynchage s'en trouva révolutionnée. Pendant qu'Ida Wells enquêtait pour son premier pamphlet contre le lynchage, publié en 1895 sur le titre A World Record, elle calcula que plus de 10 000 lynchages avaient eu lieu entre 1865 et 1895. La lumière est loin d'être faite sur tous les crimes commis par des Blancs au cours de ces 30 dernières années. Mais les chiffres établis et non contestés par les Blancs révèlent que plus de 10 000 Noirs ont été assassinés de sang-froid pendant cette période, sans formalité de procès ni simulacre d'exécution légale. Et pourtant, le même recensement montre que durant toutes ces années, et pour tous ces meurtres, 3 Blancs seulement ont été jugés, emprisonnés et exécutés. Preuve de la totale impunité qui protège un Blanc qui ose assassiner un nègre. Comme aucun Blanc n'a été lynché pour le meurtre d'une personne de couleur, ces 3 exécutions sont les seuls exemples de condamnation à mort pour le meurtre de Noirs. On conjurait le mythe du violeur noir par des lynchages et d'innombrables atrocités. Cette idée ne pouvait acquérir ses terribles pouvoirs de persuasion qu'à l'intérieur du monde irrationnel de l'idéologie raciste. Mais bien qu'irrationnel, ce mythe n'était pas une aberration gratuite. Bien au contraire, il s'agissait d'une manœuvre politique évidente. Comme le souligne Frederick Douglass,
Les esclaves noirs n'étaient pas seulement considérés comme des violeurs. En fait, pendant la guerre de sécession, pas un seul d'entre eux ne fut publiquement accusé d'avoir violé une femme blanche. Si les Noirs avaient vraiment eu ce désir animal, ce soi-disant instinct aurait été décuplé à un moment où les femmes blanches n'étaient plus protégées par les hommes qui combattaient dans l'armée des Confédérés. Immédiatement après la guerre de sécession, le spectre menaçant du violeur noir n'était pas encore apparu sur la scène de l'histoire. Mais les lynchages, réservés aux abolitionnistes blancs du temps de l'esclavage, devinrent une arme politique de poids. Avant de pouvoir faire du lynchage une institution populaire, il fallait justifier sa sauvagerie et ses horreurs de manière convaincante. Toutes ces circonstances engendrèrent le mythe du violeur noir, car l'accusation de viol se révéla le meilleur argument qu'on ait trouvé pour justifier le lynchage. L'institution du lynchage, complétée par le viol des femmes noires, devint un élément essentiel de la stratégie du terrorisme raciste d'après-guerre. Ainsi, l'exploitation brutale des travailleurs noirs était garantie et, après la trahison de la reconstruction, la domination politique sur le peuple noir dans son ensemble se trouva assurée. Au cours de la première vague de lynchage, il faut noter qu'il n'y eut aucune propagande exhortant à défendre les femmes blanches contre l'instinct de viol des noirs. Frederick Douglass observa que les assassinats de noirs étaient le plus souvent présentés comme une mesure préventive visant à dissuader le peuple noir de se révolter. À cette époque, la fonction politique de ces assassinats collectifs ne resta pas cachée. Le lynchage était une mesure anti-insurrection, la garantie que les Noirs n'atteindraient pas leur objectif de citoyenneté et d'égalité économique. Frederick Douglass affirme qu'à cette époque, le meurtre des Noirs était justifié par de prétendus complots noirs, insurrections noires, conspirations visant à assassiner tous les Blancs, à incendier la ville et à commettre des actes de violence. Mais jamais un mot n'était dit sur des outrages éventuels contre les femmes et les enfants blancs. Plus tard, quand il devint évident que ces conspirations, ces complots, ces insurrections étaient fabriquées de toutes pièces, il fallut trouver une autre justification au lynchage. Après 1872, une période qui fut marquée par la recrudescence de milices comme le Ku Klux Klan et Knights of the White Camellia, on imagina un nouveau prétexte. Les lynchages étaient présentés comme des mesures nécessaires pour empêcher la domination des Noirs sur les Blancs. En d'autres termes, pour réaffirmer la domination blanche. Après la trahison de la Reconstruction, ainsi que l'interdiction du droit de vote pour les Noirs, l'alibi que représentait le spectre de la domination politique des Noirs se démoda. Cependant, parallèlement à la mise en place d'une structure économique d'après-guerre qui va renforcer la surexploitation des travailleurs noirs, le nombre des lynchages continua d'augmenter. Ce fut à ce moment que le viol devint la principale justification du lynchage. Frederick Douglass explique les motifs politiques qui sous-tendent l'apparition du mythe du violeur noir et analyse brillamment comment une idéologie se transforme pour s'adapter à de nouvelles conditions historiques. Les temps ont changé, et les accusateurs ont été obligés de se plier à ce changement, d'inventer de nouvelles accusations qui correspondent aux circonstances de l'époque. Les anciennes n'étaient plus adaptées. Elles ne pouvaient plus longtemps assurer la valeur du Nord et de l'humanité. Les honnêtes gens ne croient plus à la moindre raison de redouter la domination des Noirs. Le temps et les événements ont balayé ces vieux mensonges. Ils ont eu leurs heures de gloire, ils ont rempli leurs tâches avec efficacité et force, mais, maintenant, ils n'ont plus de raison d'être. Le mensonge a perdu sa faculté de tromper. Le changement de la situation a rendu nécessaire une justification plus sérieuse et plus efficace de la barbarie sudiste, et c'est pourquoi, à mon avis, nous sommes confrontés à une accusation plus terrible et plus destructrice que la domination noire ou la prétendue menace d'insurrection. Cette nouvelle accusation, c'était bien sûr le viol. On expliquait et on rationalisait le lynchage en le présentant comme un moyen de venger les agressions subies par les sudistes blanches de la part des Noirs. Un partisan du lynchage affirmait qu'il fallait trouver un moyen de parer à une situation d'exception par des méthodes d'exception, le lynchage permettant de tenir les lois en échec dans les États du Sud. Bien que la majorité des lynchages n'ait pas eu pour origine une accusation de viol, l'argument raciste du viol devint une explication populaire bien plus efficace que celle dont on se servait jusqu'alors. Dans une société où la domination des hommes était omniprésente, ceux qui étaient poussés par le devoir à défendre la femme voyaient tous leurs excès pardonnés. La grandeur de leur motivation justifiait amplement les atrocités commises.
Au début du siècle, le sénateur Ben Tillman de Caroline du Sud s'adressa à ses collègues de Washington en ces termes. Quand des hommes blancs, au visage triste et sérieux, mettent à mort un être humain qui a défloré une femme blanche, ils ne font que venger le plus grand des maux, le plus noir des crimes. De tels crimes, disait-il, rabaissaient des hommes civilisés au rang de sauvages primaires, dont l'instinct a toujours été de tuer, tuer et encore tuer. Les répercussions de ce nouveau mythe furent énormes. Non seulement personne ne s'opposa ouvertement au lynchage individuel, qui aurait osé défendre un violeur, mais le soutien des Blancs à la cause des Noirs en général commença à décliner. À la fin du XIXe siècle, la plus grande organisation de femmes blanches, l'Union anti-alcoolique des femmes chrétiennes, était dirigée par une femme qui dénigra publiquement les Noirs en raison des agressions qu'ils étaient censés commettre contre les femmes blanches. Frances Willard alla jusqu'à dépeindre les Noirs comme des êtres prédisposés à l'alcoolisme qui ne manquaient pas d'exacerber leur tendance instinctive au viol. Le café est le lieu de pouvoir du nègre, un bon whisky bien tassé est le signal de ralliement de ces grands hommes au visage sombre. La race noire se multiplie comme les plaies de l'Égypte. La sécurité des femmes, des enfants, des foyers est menacée en mille endroits en ce moment même, au point que les hommes n'osent pas quitter leur maison des yeux. La réputation de violeur des Noirs provoqua une confusion inimaginable dans les rangs des mouvements progressistes. Frederick Douglass et Ida Wells ont remarqué dans leurs analyses respectives du lynchage que, dès qu'on eut commencé à diffuser cette propagande du viol, les anciens défenseurs de l'égalité du peuple noir craignirent de s'associer à la lutte de libération. Ou bien ils se taisaient, ou bien, comme Frances Willard, ils imputaient sans vergogne les crimes sexuels aux Noirs. Frederick Douglass décrivit l'impact catastrophique qu'eut cette accusation de viol sur le mouvement pour l'égalité des Noirs. Elle a éloigné l'homme noir de ses amis, elle a encouragé ses ennemis, et partiellement arrêté des efforts généreux, aussi bien dans ce pays qu'à l'étranger, des hommes de bonne volonté, habituellement prêts à participer à l'amélioration de la condition des Noirs. Elle a trompé ses amis du Nord et un grand nombre de ses partisans du Sud, car presque tous ont, dans une certaine mesure, cru que cette accusation était fondée. Quelle était la part de réalité derrière ce terrible mythe? Il y eut certainement des viols de femmes blanches commis par des Noirs, mais leur nombre réel restait sans commune mesure avec celui qui était allégué par le mythe. Comme on l'a déjà précisé, tout au long de la guerre de sécession, pas un seul cas de viol d'une femme blanche par un esclave n'a été recensé, pas une plainte n'a été enregistrée, alors que tous les blancs sudistes étaient sur le qui-vive. Frederick Douglass explique que l'accusation de viol portée contre les Noirs en général, ne peut être crédible, pour la simple raison qu'elle impliquerait un bouleversement radical et instantané de la mentalité et de la moralité des Noirs. L'histoire n'offre aucun exemple de transformation de la mentalité d'une classe, aussi radicale et contraire à la nature que le suppose une telle accusation. Le changement serait trop grand pour une période trop courte. C'est vraiment la sorte de Némésis et Eros aujourd'hui. Oui, totalement, c'est totalement ça. C'est vraiment le truc de le violeur, c'est l'étranger en fait. Alors là, avant c'était les Noirs aux États-Unis. Aujourd'hui, en France, on va dire c'est l'étranger. Mais majoritairement maghrébin ou noir. Mais voilà. Et en fait, c'est une stratégie qui existe encore et encore. C'est un peu cette branche du fémonationalisme en fait. Donc ce féminisme nationaliste qui ne prend pas en compte pas mal de choses en fait, qui oublie de prendre en compte beaucoup de choses dans ses analyses. Les circonstances. Les circonstances même de la plupart des lynchages contredisaient le mythe du violeur noir. La majorité des meurtres de rue ne procédaient pas d'une accusation de viol, quoique ce fût le prétexte avancé, mais d'autres raisons. Une étude publiée en 1931 par la Commission du Sud d'enquête sur le lynchage révéla qu'en 1889 et 1929, un homme lynché sur 6 était sous le coup d'une accusation de viol. 37,7% étaient accusés de meurtre, 5,8% de trahison, 7,1% de vol, 1,8% d'avoir insulté un blanc, 24,2% de divers délits, la plupart du temps insignifiants. Les chiffres de la commission donnent 16,7% de lynchage pour viol, 6,7% pour tentative de viol.
Alors que leurs arguments étaient contredits par les faits, la plupart des partisans du lynchage continuaient à justifier ces agressions sauvages par la nécessité de défendre les femmes blanches. En 1904, Thomas Nelson Page, journaliste à la North American Review, rendait les Noirs entièrement responsables des lynchages sous prétexte de leur tendance au crime sexuel. Le crime de lynchage ne cessera pas tant que n'auront pas diminué les viols et les crimes contre les femmes et les enfants. Et ces crimes, qui sont presque exclusivement l'apanage de la race noire, ne diminueront pas tant que les Noirs eux-mêmes n'auront pas décidé d'y mettre fin. Ouais, c'est ça, qui oublie, oui. Les Blancs du Sud, dit Ben Tillman dans son discours au Sénat américain, ne peuvent laisser les Noirs satisfaire leur appétit sexuel aux dépens de nos femmes et de nos filles sans répondre par le lynchage. En 1892, alors qu'il était gouverneur de Caroline du Sud, le sénateur Ben Tillman avait déclaré, sur le lieu même où l'on venait de pendre 8 Noirs, qu'il se placerait lui-même à la tête d'une foule prête à lyncher un Noir qui aurait osé violer une Blanche. Pendant son mandat de gouverneur, il livra un homme noir aux émeutiers blancs, même après que la femme blanche eut publiquement retiré sa plainte pour viol. La colonisation de l'économie du Sud par les capitalistes du Nord donna à l'institution du lynchage sa plus vive impulsion. Si on faisait en sorte que les Noirs restent, par le terrorisme et la violence, le groupe le plus exploité d'une classe ouvrière en expansion, le capitalisme en retirerait un double avantage. La surexploitation des travailleurs noirs augmenterait encore les bénéfices, tandis qu'on désamorcerait l'hostilité des travailleurs blancs à l'encontre de leurs employeurs. Les ouvriers blancs qui cautionnaient le lynchage étaient nécessairement solidaires de ceux qui étaient leurs véritables oppresseurs. Ce fut là une étape tristement marquante du développement de l'idéologie raciste. Si le peuple noir avait simplement accepté un statut d'infériorité économique et politique, les meurtres terroristes auraient probablement diminué. Mais du fait qu'un très grand nombre d'anciens esclaves refusaient de renoncer à leur rêve d'une condition meilleure, plus de 10 000 lynchages eurent lieu dans les 30 années qui suivirent la guerre. Quiconque remettait en question la hiérarchie raciale devenait une victime potentielle de la foule. La liste noire n'en finissait pas de s'allonger et comprenait toutes sortes de révoltés. Depuis les hommes d'affaires noirs et les ouvriers qui réclamaient des augmentations de salaire, jusqu'à ceux qui refusaient d'être appelés boys, et aux femmes qui se défendaient contre les agressions sexuelles des Blancs. L'opinion publique avait été séduite. Il devenait évident que le lynchage n'était qu'une réaction normale à l'atrocité des crimes sexuels perpétrés contre les femmes blanches. Une question importante restait dans l'ombre. Comment expliquer le lynchage d'un grand nombre de femmes qui étaient parfois violées avant d'être assassinées? Ida Wells rappelle le cas horrible d'une femme de San Antonio au Texas qu'on avait enfermée dans un tonneau dans lequel on avait enfoncé des clous et qu'on avait ensuite fait rouler en bas d'une colline jusqu'à ce que mort s'ensuive. Le Chicago Defender publia cet article le 18 décembre 1915 sous le titre Un viol, la mère du noir est lynchée. Columbus, Mississippi, 17 décembre. Jeudi dernier, tôt le matin, on a retrouvé Cordelia Stevenson pendue à un arbre, morte et sans aucun vêtement. Elle avait été pendue au cours de la nuit par des émeutiers sanguinaires qui étaient allés chez elle, l'avaient arrachée à son lit, traînée dans les rues sans qu'elle ait pu résister, puis emmenée dans un lieu désert où ils avaient accompli leur forfait pour finir par la pendre. Étant donné le rôle central qu'a joué la fiction du viol dans la mise en place du racisme de l'après-guerre, on ne peut considérer la représentation du noir violeur que comme une théorie irresponsable, ou bien pire, comme une agression contre le peuple noir dans son ensemble. Le mythe du violeur entraînant en effet celui de la putain. Après avoir pris conscience que cette accusation était une attaque contre toute leur communauté, les femmes noires prirent rapidement la tête du mouvement contre le lynchage, qui allait durer plusieurs dizaines d'années. En 1892, 3 de ses amis furent lynchés à Memphis dans le Tennessee. Ils furent assassinés par une foule raciste, parce que le magasin qu'ils avaient ouvert dans le quartier noir en concurrençait un autre tenu par des blancs. Ida Wells répondit immédiatement à cette agression par un article publié dans son journal The Free Speech. Alors qu'elle était à New York depuis 3 mois plus tard, on incendia les bureaux de son journal. Menacée d'être elle-même lynchée, elle décida de rester sur la côte Est
pour dire la première fois au monde entier la vérité sur les lynchages de Noirs qui devenaient de plus en plus nombreux et de plus en plus horribles. Les articles d'Ida Wells dans le New York Age incitèrent des femmes noires à organiser une campagne de soutien en sa faveur. Elles finirent par se regrouper en clubs de femmes noires. Ces efforts permirent à des femmes noires de participer dans tout le pays à la croisade contre le lynchage. Ida Wells allait elle-même de ville en ville, multipliant les appels aux pasteurs, aux membres des professions libérales et aux travailleurs pour qu'ils se déclarent contre les horreurs de la loi du lynchage. Au cours de ses voyages à l'étranger, un important mouvement de solidarité fut organisé en Grande-Bretagne et exerça un grand impact sur l'opinion publique américaine. Son succès était tel qu'elle s'attira les foudres du New York Times, qui publia cet éditorial perfide après son voyage en Angleterre en 1904. Dès le retour de Madame Wells aux États-Unis, un noir a agressé une femme blanche à New York dans le dessein de la dévaliser et d'abuser d'elle. Les circonstances de ce crime crapuleux peuvent aider la missionnaire mulâtresse à comprendre que l'exposé de sa théorie sur les outrages faits aux Noirs est pour le moins inopportun. Mary Church Terrell, la première présidente de l'Association nationale des femmes de couleur, fut également l'une des dirigeantes noires qui se consacra à la lutte contre le lynchage. En 1904, elle répondit à l'article virulent de Thomas Nelson Page sur le lynchage des Noirs, ses causes, sa prévention, en publiant dans le même journal de la North American Review un essai intitulé Le lynchage du point de vue des Noirs. Avec une logique imparable, elle réfuta systématiquement la justification du lynchage comme une réponse compréhensible à de prétendues agressions sexuelles contre des femmes blanches. 30 ans après le début de la campagne d'Ida Wells, l'organisation de la croisade contre le lynchage fut créée. Née en 1922, sous les auspices de la NAACP et présidée par Marie Albert, son but était de créer un mouvement de toutes les femmes contre le lynchage. Que va faire Marie Albert maintenant? Qu'ont fait les femmes de couleur derrière elle? Une organisation de femmes de couleur a été créée le 22 décembre 1922 pour réunir 1 million de femmes de toutes races et de toutes conditions contre le lynchage. Attention, messieurs les lyncheurs, ces femmes obtiennent généralement ce qu'elles veulent. Ce n'était pas la première fois que les femmes noires tendaient la main à leurs sœurs blanches. Elles suivaient la voie tracée par des géantes de l'histoire, comme Sojourner Truth et Frances Harper. Ida Wells fit personnellement appel aux femmes blanches, tout comme sa contemporaine Mary Church Terrell. Les femmes des clubs noirs avaient collectivement tenté de persuader le mouvement des clubs de femmes blanches de mettre une part de leur force dans la campagne contre le lynchage. Les femmes blanches ne répondirent pas massivement à ces appels avant que ne soit créée en 1930, sous la direction de Jessie Daniel Ames, l'Association des femmes du Sud pour la prévention des lynchages. Le premier objectif de l'association fut de réfuter l'argument selon lequel le lynchage était nécessaire à la protection des femmes du Sud. Le programme des femmes du Sud veut montrer la nature mensongère de l'affirmation, selon laquelle le lynchage serait nécessaire à leur protection, et mettre au jour le véritable danger qu'il représente pour toutes les valeurs personnelles et religieuses. Le petit groupe de femmes qui assistait à la réunion d'Atlanta où fut créée l'association discuta des rôles des femmes blanches dans les derniers lynchages. Habituellement, les femmes étaient présentes dans les émeutes. Elles désignaient les victimes et parfois même participaient au lynchage. En outre, en laissant leurs enfants être les témoins de cette violence, elles leur inculquaient la doctrine du racisme sudiste. Dans son étude sur le lynchage publiée avant cette réunion, Walter White affirmait qu'une des conséquences les plus graves de ces meurtres était l'impact pervers qu'ils avaient sur l'esprit des jeunes enfants du Sud. Au cours d'une enquête sur un lynchage en Floride, une petite fille de 9 ou 10 ans déclara qu'il s'était bien amusé à voir brûler les nègres. Jessie Daniel Ames et les cofondatrices de l'Association des femmes du Sud pour la prévention du lynchage décidèrent en 1930 de recruter massivement des blanches du Sud pour la campagne contre l'assassinat des Noirs. Elles obtinrent finalement plus de 40 000 signatures en bas de la pétition suivante. Nous déclarons que le lynchage est un crime indéfendable, qui va à l'encontre de tous les principes de gouvernement, qui est haïssable et contraire à tout religieux et humanitaire, avilissant et dégradant pour tous ceux qui sont impliqués. L'opinion publique a cru trop facilement les lyncheurs et les émeutiers qui prétendaient agir seulement pour la défense des femmes. À la lumière des faits, nous ne pouvons plus laisser passer ces prétendus arguments sans réagir, ni permettre à ceux qui assouvissent une vengeance personnelle de commettre, au nom des femmes,
des actes de violence au mépris de la loi. Nous nous engageons solennellement à transformer l'opinion publique du Sud, qui n'excusera plus, en aucun cas, ni les émeutes, ni les lyncheurs. Nous apprendrons à nos enfants, à la maison, à l'école et à l'église à réinterpréter la loi et la religion. Nous aiderons tous les officiels à tenir leurs serments. Et finalement, nous nous joindrons à tous les pasteurs, journalistes, instituteurs et patriotes afin de les aider à rayer pour toujours de notre pays les lynchages et les foules meurtrières. Ces femmes courageuses suscitèrent opposition et hostilité. Elles reçurent même des menaces de mort. Leur contribution au mouvement contre le lynchage fut inestimable. Sans leur acharnement à envoyer des pétitions, des lettres, à organiser des réunions, des manifestations, les lynchages n'auraient pu être endigués aussi rapidement. Et, pourtant, cette association de femmes du Sud arriva avec 40 ans de retard. Depuis plus de 40 ans, les femmes noires menaient une campagne contre le lynchage. Et pendant tout ce temps, elles n'avaient cessé de faire appel à leurs sœurs blanches. Une des grandes faiblesses de l'étude de Suzanne Brownmeyer sur le viol est qu'elle passe totalement sous silence les efforts des pionnières noires du mouvement contre le lynchage. Alors qu'elle fait l'éloge justifié de Jessie Daniel Ames et de l'Association des femmes du Sud, elle ne mentionne pas une seule fois Ida Wells, Marie Church Terrell, Marie Talbert, pas plus que les membres du mouvement contre le lynchage. La création de cette association des femmes du Sud était une réponse tardive aux appels répétés des femmes noires, et la portée des résultats obtenus illustre spectaculairement la place particulière occupée par les femmes blanches dans la lutte contre le racisme. Quand Marie Talbert et ses croisés contre le lynchage rencontrèrent les femmes blanches, ils constatèrent que les dernières pouvaient spontanément s'identifier à la cause des Noirs, du fait de leur propre oppression en tant que femmes. En outre, le lynchage lui-même, instrument infernal du racisme, servait à en renforcer la domination des hommes. La dépendance économique, l'absence de vie sociale en dehors d'activités bien séantes, raffinées, féminines, une activité intellectuelle se limitant à la vie familiale, toutes ces contraintes imposées par l'homme ont pesé plus lourdement sur les femmes du Sud et ont été maintenues avec plus de rigueur que dans toute autre région de ce pays. Tout au long de la croisade contre le lynchage, ceux qui critiquaient la manipulation raciste que constituait l'accusation de viol ne voulaient en aucun cas excuser les quelques Noirs qui s'étaient effectivement rendus coupables de violences sexuelles. Dès 1894, Frederick Douglass fit savoir que ses prises de position contre le mythe du violeur noir ne devaient pas être interprétées comme une apologie du viol. Je ne prétends pas que les Noirs soient des saints, ni des anges. Je ne nie pas qu'ils soient capables de commettre le crime qu'on leur impute, mais je nie résolument qu'ils soient davantage enclins à commettre ce crime qu'aucune autre race humaine. Je ne suis pas l'avocat de celui qui se rend coupable de ce crime atroce, mais je suis l'avocat du peuple noir en tant que classe. La recrudescence du racisme, pendant les années 70, s'accompagnait d'un renouveau du mythe du violeur noir, et malheureusement, ce mythe s'est parfois trouvé légitimé par certaines femmes blanches associées à la campagne contre le viol. Le dernier chapitre du livre de Susan Brown Miller, Un problème de race, en est un exemple. À l'heure actuelle, le nombre des viols auxquels vient s'ajouter le spectre menaçant du viol, en particulier celui du violeur noir, auquel contribue maintenant l'homme noir lui-même au nom de sa virilité, doit se comprendre comme une atteinte à la liberté, à la mobilité et aux aspirations de toutes les femmes, qu'elles soient blanches ou noires. La rencontre du racisme et du sexisme ne pouvait être que violente. Il serait vain de prétendre qu'elle n'existe pas. Suzanne Brownmeyer déforme de façon éhontée les événements historiques comme le cas des 9 Scottsboro Boys de Willie McGee et Emmett Till, afin de détourner toute sympathie éventuelle pour les Noirs, faussement accusés de viol. Pour le cas d'Emmett Till, elle nous invite clairement à supposer que si ce jeune garçon de 14 ans n'avait pas reçu une balle dans la tête, et s'il n'avait pas été précipité dans la rivière Tallahatchie pour avoir sifflé une femme blanche, il aurait probablement fini par en violer une autre. Susan Brownmeyer tente de persuader ses lecteurs du bien fondé des propos absurdes et volontairement provocateurs d'Elrich Cleaver, qui définit le viol comme un acte révolutionnaire contre la société blanche. On a l'impression qu'elle essaie délibérément de faire naître dans l'esprit de ses lecteurs de l'image d'armée d'hommes noirs en érection, se lançant à l'assaut de toutes les femmes blanches qui passent à leur portée. Dans les rangs de cette nuée, on trouve le fantôme d'Emmett Till, d'Erich Cleaver le violeur, et Dame Mary Baraka qui a écrit un jour « Sors, nihilisme d'Ada noir, viole les filles blanches, viole les pères, égorge les mères. » Mais Susan Brownmeyer va encore plus loin. Elle ne se contente pas de citer l'exemple d'hommes comme Calvin et Ayrton, dont le livre est indubitablement sexiste.
Elle compromet aussi George Jackson, qui n'essaya jamais de justifier le viol. Les idées d'Elrich Cleaver, déclare Susan Brown Miller, reflètent aussi un courant de pensée chez les intellectuels et écrivains noirs, qui se popularisa dans les années 60 et fut suivi avec un enthousiasme étonnant par les révolutionnaires blancs de sexe masculin, et par certains intellectuels blancs qui voyaient une excuse parfaitement acceptable au viol commis par des noirs. L'essai de Susan Brown Miller sur le viol et la race témoigne d'un invraisemblable parti pris, à la limite du racisme, en prétendant défendre la cause des femmes. Elle adopte parfois une position où elle ne soutient plus que la cause spécifique des femmes blanches, sans tenir aucun compte des présupposés. Son enquête sur l'affaire des 9 Scottsboro Boys en constitue un exemple révélateur. Comme Susan Brown Miller le souligne elle-même, ces jeunes 9 gens, accusés de viol, passèrent de longues années en prison à cause du faux témoignage de 2 femmes blanches. Et pourtant, elle n'a que mépris pour ces hommes noirs, ainsi que pour ceux qui firent campagne pour eux. Sa sympathie va manifestement aux 2 femmes. La gauche s'est durement battue pour ces symboles d'injustice raciale, transformant en héros abasourdis une poignée de gars pathétiques à demi illettrés, puis échoués dans les griffes de la jurisprudence du Sud, et qui ne voulaient rien d'autre que de se faire acquitter. D'autre part, les 2 femmes qui, par leur témoignage, envoyèrent les 9 de Scottsboro en prison, étaient sous la coupe d'un groupe de blancs, qui mirent le grappin sur elles, et qui croyaient que le viol avait eu lieu. Interdites et effrayées, elles sont tombées dans le panneau. Personne ne peut nier qu'elles aient été manipulées par des groupes racistes d'Alabama. Cependant, il serait faux de les dépeindre comme de pauvres innocentes, exemptes de la responsabilité d'avoir collaboré avec les forces racistes. En choisissant de prendre fait et cause pour les femmes blanches, sans même tenir compte des circonstances, Suzanne Brown Meyer, elle-même, capitule devant le racisme. Son incapacité à faire prendre conscience aux femmes blanches de l'urgence à lier le combat contre le racisme à la lutte contre le sexisme se traduit par un apport supplémentaire au racisme aujourd'hui. Le mythe du violeur noir continue à perpétuer les effets insidieux de l'idéologie raciste. Il porte une lourde responsabilité dans l'échec de la plupart des théoriciens du viol à identifier les innombrables violeurs anonymes qui n'ont été ni signalés, ni jugés, ni condamnés. Tant que ces spécialistes se limiteront leur analyse aux criminels accusés de viol et arrêtés, en se concentrant sur une petite fraction des viols réellement commis, les Noirs et les autres hommes de couleur seront inévitablement perçus comme les scélérats responsables de l'actuelle épidémie de violence sexuelle. L'anonymat qui entoure la grande majorité des viols est, en définitive, considéré soit comme un détail statistique, soit comme un mystère indéchiffrable. Mais pourquoi y a-t-il tant de viols anonymes? Cet anonymat ne favorise-t-il pas ceux que leur position sociale protège de toute poursuite? Bien qu'ils soient de notoriété publique que les employeurs, cadres, politiciens, médecins, professeurs blancs profitent des femmes qu'ils considèrent comme leur inférieures sur le plan social, leurs méfaits sexuels sont rarement jugés par un tribunal. N'est-il donc pas fort probable qu'un bon pourcentage des viols non signalés ait été commis par ces hommes des classes moyennes et supérieures? Souvent, les femmes noires en ont sans aucun doute été les victimes, car l'histoire montre que l'idéologie raciste comporte une incitation directe au viol, de même que le pouvoir économique donné aux esclavagistes toute liberté pour violer les femmes noires. La structure de classe de la société capitaliste porte en elle l'encouragement au viol. Il semble, en fait, que les capitalistes et leurs alliés, les classes moyennes, puissent agir en toute impunité, parce qu'ils commettent des violences sexuelles avec cette même autorité incontestée qui préside à l'exploitation quotidienne du travail de la classe ouvrière. L'existence de harcèlement sexuel dans le travail n'est un secret pour personne, et c'est précisément sur leur lieu de travail que les femmes, surtout quand elles ne sont pas syndiquées, sont les plus vulnérables. Ayant déjà établi leur domination sur leurs subordonnés, les employeurs, les patrons et les contremaîtres sont en mesure d'affirmer leur autorité en termes sexuels. La surexploitation des ouvrières les rend encore plus vulnérables aux agressions sexuelles qui, en retour, renforcent leur vulnérabilité à l'exploitation économique. Quelle que soit leur race, les ouvriers peuvent être incités au viol, convaincus que la virilité leur accorde le privilège de dominer les femmes. Cependant, puisqu'ils ne possèdent ni autorité économique ni autorité sociale, à moins qu'il ne s'agisse du viol d'une femme noire par un blanc, pour leur garantir l'impunité, ils sont moins encouragés que les hommes de la classe capitaliste. Quand les ouvriers acceptent l'incitation au viol de l'idéologie phallocrate,
Ils acceptent aussi, par compromis, une compensation illusoire à leur manque de pouvoir. Le capitalisme encourage les hommes qui exercent le pouvoir économique et politique à pratiquer l'exploitation sexuelle quotidienne. L'actuelle épidémie de viol survient au moment où la classe capitaliste réaffirme violemment son pouvoir face aux attaques globales et internes. Le racisme et le sexisme, pivot stratégique d'une exploitation économique accrue, sont plus que jamais encouragés. Ce n'est pas une simple coïncidence si les viols se sont développés en même temps que s'est dégradée la situation des ouvrières. Les préjudices économiques subis par les femmes sont très lourds. La différence entre leur salaire et ceux des hommes est plus grande qu'elle ne l'était il y a 10 ans. La prolifération de la violence sexuelle et l'expression brutale d'un renforcement général du sexisme qui accompagne nécessairement l'offensive économique. Suivant une structure établie par le racisme, les agressions contre les femmes reflètent la dégradation de la situation des travailleurs de couleur, l'influence grandissante du racisme dans le système judiciaire et enfin dans l'éducation, l'incurie volontaire du gouvernement envers les gens de couleur. Le signe le plus dramatique et le plus dangereux du renouveau du racisme est la réapparition du Ku Klux Klan. Elle entraîne une véritable épidémie d'agression contre les Noirs, les Chicanos, les Portoricains et les Amérindiens. L'épidémie actuelle de viol ressemble étonnamment à la violence suscitée par le racisme. Devant la complexité actuelle du contexte social du viol, toute tentative pour le traiter comme un phénomène isolé est vouée à l'échec. Une stratégie de lutte efficace contre le viol doit viser au-delà de sa suppression ou de celle du sexisme. La lutte contre le racisme doit inclure la défense des femmes de couleur et la défense des nombreuses victimes de racisme faussement accusées de viol. Le seuil critique de la violence sexuelle constitue l'une des facettes de la crise profonde que subit actuellement le capitalisme. Expression violente du sexisme, le viol restera une menace tant que l'oppression subie par les femmes demeurera un support essentiel du capitalisme. Le mouvement contre le viol et les activités importantes qui s'y rattachent, depuis l'aide affective et l'assistance juridique jusqu'aux campagnes pour l'éducation et l'autodéfense, doivent se situer dans une stratégie de lutte menant à la défaite finale du capitalisme monopolistique. Et le chapitre 11 est donc terminé. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'il reste 2 chapitres. On verra donc la semaine prochaine. Et où je pense on finira peut-être ce livre. Enfin. Enfin. Qu'est-ce que vous en avez pensé déjà de ces deux chapitres, donc les femmes communistes et le mythe du violeur noir. Voilà. Pendant que vous me dites ça, je tiens à rappeler que voilà, tout ce qui est en rapport avec Dany Heras, Cassandre, mais la Zawaprod en général, je n'appelle pas du tout au harcèlement. Par contre, oui, je vous invite, si possible, voilà, à quand même éviter le contenu de la Zawaprod, si possible, tant que les situations n'auront pas été éclaircies et que certaines personnes potentiellement soient, euh, on va dire, mises à l'écart, etc. On va dire. Voilà. Je vais avoir besoin de me consoler après cette lecture. Et ben désolé. Non, désolé. Ben, c'est vrai que voilà, les livres que j'ai souvent, ils sont pas forcément très joyeux. Donc voilà, j'ai même pas de glace dans mon frigo. Et bah courage. 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 Et surtout, je sais même pas si les magasins sont ouverts pour aller en acheter là, hein, aujourd'hui, vu que c'est férié. Après, peut-être en horaire de dimanche pour certains, je sais pas. En vrai, ça rappelle ce que je lisais dans la culture du viol à la française, et c'est frappant de voir à quel point c'est toujours actuel. Bah ouais, en fait, c'est toujours ça. Euh, En gros, on a toujours ce mythe de c'est l'inconnu, violeur, dans un parking ou dans une ruelle sombre, qui agresse les femmes, etc. Alors que dans la réalité, la très grande majorité des viols sont commis par des personnes proches. Les victimes connaissent leur violeur. Donc, salut et merci beaucoup pour la lecture. Très dur, mais très instructif ce chapitre sur le V. Bah, coucou déjà à toi le petit Suisse. Et ouais, bah ouais, c'est. En fait, c'est surtout que je trouve en plus que ce chapitre, il est encore ultra réel, hein. Il y a encore des féministes qui utilisent des arguments similaires.
de nos jours, hein, le collectif Némésis, par exemple, etc. Et en fait, c'est quand même grave en 2025 de se dire que les hommes noirs ou les hommes musulmans, etc., sont dans cette logique-là, en fait, de les musulmans, eh ben, ils sont plus dangereux que les blancs. Alors que non, pas du tout. Ça m'a rappelé mon père qui m'a dit quand je lui disais que oui, je rentre souvent tard du travail. Ah bah, vu le quartier où tu habites, tu viendras pas te plaindre d'être violé. D'accord, alors déjà, euh, aucun rapport. Aucun rapport. Si une personne est violée, c'est la faute du violeur. Voilà, point. Euh, et ensuite, ouais, je souhaitais le viol à quelqu'un. Mais quoi? Réel Nemesis, bah ouais, ouais, ouais. Et coucou Lane Angel. Mais oui, non, mais de toute façon, Nemesis, il y a Eros aussi, sont vraiment dans cette dynamique. Alors qu'en fait, ben, désolé, hein, mais des blancs qui violent, il y en a plein, plein, plein. Donc bon, et comme par exemple Danny Caligula. Euh, donc bon, voilà, c'est un petit peu de la mauvaise foi en fait que de penser qu'il y a que qu'il y a que voilà les noirs et tout ça qui violent. Alors, est-ce que vous voulez aller voir Ribot dans la sauce, Just Call ou Valeurs anarchistes? Valeurs anarchistes, ça fait quelque temps que je l'ai pas raid. C'est vraiment un camarade, il est vraiment cool et anarchiste, hein, comme son nom l'indique. Just Call, c'est aussi 100% de mes agresseurs, c'est de mes proches sont blancs. Oupsie. Bah ouais, mais comme beaucoup de monde. Je dis pas qu'il n'y a pas d'agresseurs noirs ou racisés, loin de là. Mais il faut arrêter avec ce mythe en fait. En fait, le viol, il vient du patriarcat, il vient du fait que les hommes peuvent disposer du corps des femmes et minorités de genre, et que du coup, voilà, et qu'on est aussi dans une culture du viol. Quand dans les pubs, on présente des femmes dénudées juste pour vendre un truc qui a rien à voir avec le fait d'être dénudé, on met à disposition le corps des femmes. La façon aussi dont la pornographie montre les rapports sexuels, etc. Enfin voilà, c'est souvent des proches, donc bon, oui. Il y en a, mais c'est le patriarcat, pas la couleur de peau. Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, la couleur de peau ne change rien entre est-ce qu'une personne va être plus dangereuse qu'une autre. Voilà, c'est clairement le patriarcat, en fait, la problématique. Maintenant, par contre, dire que les agresseurs ne sont que des noirs, des personnes racisées, etc., ça, c'est du racisme.